Bourgeois. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, considérons les 2 heures que nous avons à passer ensemble à débattre de ce sujet sont 2 heures d'une grande importance parlementaire, d'une grande importance pour la société et d'une immense importance pour les individus qui seront touchés, particulièrement pour les femmes, comme je l'ai dit ce matin en période de questions. C'est probablement le sujet, oui, le plus sensible, le plus divisif, même si, et j'en suis, le ministre le sait, porteur de ce projet de loi, à quel point on essaie de garder une grande sérénité dans le débat. On essaie de garder notre calme, on essaie de garder les esprits plutôt froids, mais on touche à des choses extrêmement chaudes. Alors, le contraste est dangereux et on doit déplorer des excès de toutes sortes de côtés dans la société et on ne veut pas ça, personne, moi la première. Alors, j'essaie de rester le plus rigoureuse, le plus calme, mais en même temps, je veux être la plus convaincue possible, mais aussi la plus convaincante possible. Je ne pense pas que je vais convaincre le ministre de certaines choses, mais je pense qu'on peut s'entendre aussi sur certaines autres choses. Je pense que le ministre est un homme responsable. Je pense qu'il est certainement travaillant parce qu'avec tout ce qu'il a dans les chaudrons en ce moment, je pense que, heureusement, il a l'énergie de la jeunesse. Mais il a un dossier dont je ne sais pas s'il est conscient, mais je pense que oui, de la responsabilité que nous partageons, lui et moi, et nos formations politiques, pour construire un Québec qu'on aime, dont on sera tous fiers. Quand on dit l'inclusion, c'est tout le monde. Et le Québec est une grande nation. Le Québec est une société enviée partout dans le monde. Le Québec a fait ses preuves dans le milieu culturel, dans le milieu économique, dans le milieu de l'éducation. On n'a jamais eu autant d'étudiants internationaux. Les gens veulent venir au Québec et nous voulons tous et toutes qu'ils continuent à vouloir venir au Québec, que les nouveaux arrivants soient heureux ici, que les gens installés depuis plus longtemps les accueillent et soient heureux de les accueillir. Et c'est de tout ça dont il est question à travers quelques 22, 23 petits articles de loi où on dit beaucoup, ça fait 12 ans que ça traîne. Excusez-moi, à chaque fois, mon cœur s'arrête quand j'entends ce mot-là, ça traîne. Il n'y a rien qui traîne dans un débat de société. Au contraire, ça va toujours être vivant. Puis je le dis au ministre et je le dis à tout le monde et les gens le savent, c'est l'histoire de l'humanité, le vivre ensemble. Ce n'est pas l'histoire 2019 d'un hijab, d'une kippa ou d'un turban. C'est l'histoire de l'humanité, cette question de vivre ensemble. Et c'est une histoire planétaire. On a un astronaute extraordinaire en ce moment qui s'appelle David Saint-Jacques. Lui, on peut le nommer, ce n'est pas un élu, qui est très loin en haut, qui a fait une sortie fabuleuse, encore une fierté pour le Québec, qui a fait une sortie de 6 heures et les journalistes étaient là pour dire à quel point c'était dangereux. Mais c'est un homme exceptionnel, formé dans nos universités québécoises. C'est un être d'une immense générosité aussi qui est allé pratiquer au Nunavik. Enfin, on ne fera pas tout le pédigree de David Saint-Jacques, mais il regarde la planète et il dit d'en haut, regardez comme cette planète est petite vue d'en haut et tout le monde doit vivre ensemble. Alors, arrêtons de penser que c'est un problème québécois. La question du vivre ensemble, c'est un enjeu qui fait qu'on est plusieurs milliards de personnes sur cette planète et que nous devons, surtout avec
les méthodes de communication, les réseaux sociaux, les avions. On n'a jamais tant voyagé, la population n'a jamais été aussi mobile. Avec les changements climatiques, on n'a rien vu encore. La migration climatique. Alors, on est en train, dans notre Québec, en ce moment, de parler de choses qui sont malheureusement sous le couvert de on va tout ce qui traîne se salit, puis on va arrêter, puis on va régler ça vite. On est en train de diviser de façon, moi, qui m'attriste beaucoup. En 2013, j'avais un emploi universitaire qui était formidable, formidable. Et j'écoutais tous ces débats déchirants pour la société. Et là, je me disais, OK, là, arrête de faire la gérante d'estrade et peut-être que tu dois te décider à faire le saut pour dire qu'est-ce que je peux apporter, mon petit moi de ce que je pouvais apporter, mais au moins j'aurais la conscience de faire quelque chose pour redonner l'immense privilège que j'ai eu de naître dans une famille où tout a relativement très bien été et très privilégié par rapport à tellement d'autres. Et j'étais loin, loin, loin de penser qu'un jour je me retrouverais ici, un mercredi au mois d'avril, à faire une motion, à porter un dossier sur la laïcité, qui est le dossier qui m'a convaincu de faire le saut en politique. Donc, ce n'est pas un dossier comme les autres pour à peu près tout le monde. Ce n'est pas une banalité, c'est comment on veut définir le Québec de demain. Faisons un peu d'histoire. Les gens disent la charte. C'est quoi ça, la charte des droits et libertés? Parlons, et je ne suis pas juriste, je le répète. Je parle avec le plus de rigueur possible. J'ai lu énormément. Puis si je dis des bêtises, je suis sûre que le ministre me rabrouera très rapidement. Mais je vais essayer de ne pas en dire. La charte, parce que ce sont des faits, la charte québécoise. Arrêtons de parler du multiculturalisme canadien. On a une charte québécoise qui a précédé la charte canadienne, qui elle-même s'est beaucoup inspirée de notre charte, parce que savez-vous quoi? Il la trouvait pas mal bonne. Donc, nous sommes en 1975. La Charte québécoise des droits et libertés est adoptée à l'Assemblée nationale, ici même. Par qui? Par quelqu'un qui était le député d'un comté dont j'étais député jusqu'à tout récemment. C'était Jérôme Chaquette, pour mémoire, qui était aussi ministre de la Justice et qui a fait adopter la Charte des droits et libertés de la personne. Et je le cite, « L'adoption de la Charte des droits et libertés constitue un moment historique dans la vie du Québec et signale de sa part une maturité certaine, une maturité. La Charte permettra de définir avec précision un idéal de justice qui fera, j'en suis sûre, l'unité du Québec autour de valeurs démocratiques que nous voulons garantir contre toute violation. » Ça, c'était il y a 44 ans. Jacques-Yvan Morin, qui n'est pas réputé être un grand libéral, il était, à ce moment-là, quel était son rôle? Je ne fais pas un quiz, il était chef de l'opposition officielle. C'est quand même pas rien. Voici ce qu'il dit. « Ce projet de loi, je dois dire qu'il sera fort utile comme un rappel constant des droits et libertés que nous souhaitons conférer aux citoyens du Québec. » La table était mise, Monsieur le Président, pour que tous ensemble, nous puissions protéger nos minorités. Qu'est-ce qu'on a fait dans les années qui ont suivi? Bien, on l'a modifié souvent, mais savez-vous dans quel esprit nous l'avons modifié? Et l'approbation a été unanime à peu près tout le temps, sauf une ou deux fois où il y a eu un ou deux députés qui ont rompu l'unanimité à l'Assemblée nationale. Alors, depuis l'adoption de la Charte, il y a eu beaucoup de modifications, mais ce n'était pas pour enlever des droits. Je pense que les gens doivent le savoir et être sensibles à ça. Ce n'était pas pour enlever des droits comme il se passe malheureusement en ce moment. Et c'est grave, disons-nous, c'est grave. D'enlever des droits, comme disait une collègue tout à l'heure, un projet de loi qui enlève des droits n'est jamais modéré. N'est jamais modéré. Et de là, la grande difficulté, je pense que et mon collègue qui porte la loi et moi qui essaie de dialoguer avec lui, on est toujours en train de dire « soyons sereins, soyons calmes », mais comment être modéré quand on enlève des droits aux gens? C'est sûr que les gens vont réagir, et nous, dans notre fort intérieur aussi. Donc, ça a toujours été pour ajouter des droits. Alors, pour renforcer, par exemple, la lutte contre la transphobie,
Vous savez, là, la Charte, ou pour ceux qui ne savent pas trop à quoi ça sert, la Charte québécoise des droits et libertés, c'est pour protéger les minorités. Parce que ce ne sont pas les majorités qui ont besoin d'être protégées habituellement, c'est les minorités. Alors, la protection de la transphobie, la protection des personnes handicapées, la protection des homosexuels. Donc, selon Pierre Bosset et Michel Coutu, bon, ce sont des experts, des juristes, elle a été modifiée pas moins de 27 fois. C'est vrai quand on dit elle a été modifiée souvent, mais creusons, modifiée pour l'améliorer, elle a été modifiée 27 fois, mais chaque fois, hormis 2 exceptions marginales, savez-vous quoi? L'approbation a été unanime. Unanime, ça veut dire tout le monde ici qui se lève et qui dit oui, on veut faire la lutte à la transphobie, on veut protéger les personnes handicapées, on veut protéger les homosexuels. Évidemment que la Charte comporte aussi d'autres protections, dont celle qui nous occupe particulièrement aujourd'hui, la liberté religieuse. C'est une liberté au même rang que les autres libertés. On a fait des luttes incroyables pour l'égalité homme-femme. On a fait des luttes incroyables pour arrêter le racisme. On a fait des luttes vraiment pour qu'il n'y ait pas de ségrégation en fonction de la couleur de la peau, de l'orientation sexuelle et évidemment de l'orientation religieuse. Alors, ça, c'était des droits qui étaient à protéger. Ils ont été protégés et ajoutés au fil des ans. Alors, à quoi ça sert une charte dans notre société? Et c'est quoi les impacts que ça peut avoir de vouloir retirer des droits qu'on a chèrement acquis, chèrement, parce qu'il y a eu des luttes derrière ça. Pensons à des grands droits aux États-Unis, la ségrégation raciale, par exemple, la lutte des femmes pour accéder au plein emploi. On ne compte plus dans l'histoire les luttes qui ont dû être faites pour ajouter des droits. Alors là, on est en train de vouloir en enlever. Alors, je cite Francine Pelletier, le 3 avril, ça fait pas longtemps, le rôle des chartes, elle dit, c'est précisément pour permettre à la liberté de s'exercer à l'encontre même de celle de la majorité que les chartes des droits sont nécessaires. On met le paquet ici pour tenter de faire oublier la véritable cible, elle parle de ce projet-ci, les femmes voilées seront traitées comme des citoyens de seconde catégorie à cause de leurs croyances religieuses. Ce n'est ni respecter la liberté de religion, ni traiter tout citoyen également, 2 principes supposément garantis par le projet de loi. Le 27 mars, Francine Pelletier continue, alors que la définition du bien commun change selon l'époque et les gouvernements, les droits individuels sont au cœur même d'une existence qui vaut la peine d'être vécue. Alors là, excusez-moi, mais je ne peux pas m'empêcher d'être la professeure de psychologie que j'ai longtemps été et celle qui a évidemment eu énormément de détresse psychologique à aider, à accompagner, à soigner, j'aime pas le mot, dans mon bureau de psychothérapeute, mais l'existence qui vaut la peine d'être vécue, là, je ne veux pas en faire un grand débat ici, mais l'importance de la religion, personne ne peut nier de la spiritualité, c'est une importance capitale pour des gens qui, entre autres, cherchent un sens à la vie, qui cherchent un sens à l'existence parce que tu seras poussière et tu retourneras en poussière. Je pense qu'il y en a qui ont appris ça dans les catéchismes et dans la Bible et tout ça. Puis c'est vrai que quand on se lève le matin puis on se dit « t'es poussière, t'as été poussière, tu vas retourner en poussière », c'est passablement angoissant. Et savez-vous quoi? Il y a toutes sortes de réponses à la difficulté de vivre. Une des réponses, et ce n'est pas la seule pour avoir des convictions religieuses, c'est aussi de donner un sens à sa vie. Les valeurs, la CAQ aime beaucoup parler des valeurs, mais les valeurs de charité, on dit souvent les valeurs de charité chrétienne, par exemple, les valeurs de charité de telle ou telle religion. Mais les valeurs de charité, ça veut dire de penser à l'autre, mais c'est des choses qui nous sont inculquées à travers nos parents ou à travers l'école ou à travers un enseignant, mais ça peut aussi être à travers une religion. Et la religion, ça veut dire quoi, religion? C'est religare. Religare, ça veut dire relier les gens. La religion, pour le meilleur et pour le pire, a relié les gens. Alors là, on essaie de dire, ton existence s'exprime, ton sens de la vie
ton goût de vivre, ton goût d'être généreux, d'être charitable, de t'impliquer dans la société, bien, ça fait partie de ta religion. Ta religion vient avec ou pas, et c'est le choix et la liberté, on revient à la Charte des droits et libertés, le port ou non d'un signe religieux. Ça s'adonne qu'au Québec, c'est beaucoup la religion catholique, puis on a des débats, vous êtes en dessous d'un crucifix, et puis on n'y pense plus, on pense que c'est un objet patrimonial, mais ça a voulu dire quelque chose, là. La religion catholique a voulu dire énormément, et cette religion catholique, ça s'adonne que peut-être le signe religieux, et j'en parle beaucoup avec mon collègue qui porte le projet de loi, et non la kippa ou le turban, mais il porte le projet de loi. Alors, ça s'adonne qu'un signe religieux catholique est souvent plus discret. Ça s'adonne bien dans le projet de loi, il est discret. Puis il y a d'autres signes religieux. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pire? Ils sont moins discrets pour dire la chose comme elle est. Alors, un turban sikh, un hijab, n'importe quoi, une kippa ou d'autres signes sont des signes plus visibles. Ça ne veut pas dire que la croix catholique veut moins dire quelque chose. Essayez pas de l'enlever à quelqu'un pour qui, et je suis beaucoup revenue là-dessus, pour qui ça a une valeur importante. Et se défaire de ça, il y en a d'autres qui ne se défont jamais de leur bague de mariage, par exemple. Il faudrait leur couper le doigt pour l'enlever, pas parce qu'ils ont grossi, parce qu'ils y croient beaucoup. Mais d'autres, ça peut être le crucifix, ça peut être de porter quelque chose. Et cette idée, philosophiquement parlant, là, j'essaie de ramener le débat à quelque chose d'un peu plus fondamental de l'existence humaine, pas parce que j'aime ça, j'adore ça, parler de ça justement, mais c'est parce que le projet de loi nous amène directement là. Cette philosophie qui dit, et ça a été dit presque textuellement, tu peux l'enlever avant d'entrer à l'école pour enseigner et tu le remets en sortant. Bien, malheureusement, la foi religieuse, l'expression de la foi religieuse ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas décider de porter tes convictions à temps partiel. Ça ne marche pas comme ça. Je ne veux pas faire de comparaison boiteuse parce qu'il n'y a rien qui équivaudrait à ça, mais ça ne marche pas entre 9 et 5 de porter ou de ne pas porter, puis de reporter, puis de déporter. Comme j'ai dit, tu le portes pendant que tu prends ta douche, tu es dans ton salon. La foi religieuse est quelque chose, et j'aimerais qu'on en parle avec respect, de beaucoup plus profond que ça. C'est pas pour rien que des gens qui ont des signes disent « Moi, j'aime mieux quitter mon emploi ». Vous allez dire, ils sont fanatiques. Ils ne sont pas fanatiques. Ils croient à ce qu'ils portent parce que ce qu'ils portent veut dire quelque chose. Et c'est là qu'on revient au sens de l'existence qui vaut la peine d'être vécue. Parlons de quelqu'un qui, ma foi, a le respect unanime de l'ensemble des citoyens québécois. Et s'il y en a qui n'ont pas de respect pour cette personne-là, qui lève la main, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Elle s'appelle Louise Arbour. Et elle déclarait des choses importantes, entre autres le 7 février 2014, parce qu'on était aussi dans des enjeux comme ça. Il faut garder à l'esprit à quel point il est facile, on va faire ça vite, le 14 juin, on va avoir un bâillon, ça va être réglé, il est facile, et je cite Louise Arbour, il est facile de restreindre la liberté des autres, surtout lorsque cette initiative ne coûte rien à celles et ceux qui la préconisent, ne coûte rien à la majorité. Et c'est ça, la Charte des droits et libertés, c'est que ça coûte aux minorités, donc on veut les protéger parce que c'est très, 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 très facile de référer à une majorité. Je répète, Louise Arbour, il faut garder à l'esprit à quel point il est facile, par un coup de 23 articles dans un projet de loi, 14 juin, on a tout réglé, on s'attraîne, on règle ça. Il est facile de restreindre la liberté des autres, surtout lorsque cette initiative ne coûte rien à celles et ceux qui la préconisent. Il est facile de dénoncer le pouvoir décisionnel des juges. Elle fait référence évidemment à on va aller en clause dérogatoire, donc les juges, c'est facile de dénoncer leur pouvoir ou de tourner en ridicule les méandres des analyses juridiques. Pourtant, le concept de droit fondamental est plutôt simple. Elle aurait fait une bonne politicienne. Avoir des droits, c'est un peu comme avoir un parapluie. C'est surtout utile quand il pleut. Eh bien voilà, la Charte est utile pour protéger les minorités quand elles se sentent en danger.
Et je poursuis ce qu'elle dit. La liberté de religion ne veut rien dire si elle est complètement, c'est un mot que la CAQ aime, privatisée et donc à peu près jamais menacée. C'est surtout utile quand il pleut le parapluie. La liberté de religion ne veut rien dire si elle est complètement privatisée et donc à peu près jamais menacée. Privatisée dans le sens de on ramène ça à la vie privée, on ramène ça en dehors du 9 à 5. C'est le sens privatisé, Monsieur le ministre. C'est pas du tout privatisé au sens capitaliste du terme. C'est au sens privatisé veut aussi dire de la vie privée. Il en va de même de tous les autres droits fondamentaux. En fait, le plus difficile dans la reconnaissance des droits, c'est de leur donner effet quand cela dérange. Et plus cela dérange, plus on doit être prudent avant de les écarter. C'est difficile, c'est exigeant là, ce que Louise Arbour nous dit, mais c'est essentiel. Pour bien vivre en société, il faut faire preuve d'une certaine empathie politique, politique qui nous amène à véritablement voir le monde du point de vue des autres. Mais pour certaines, comme pour moi, la protection de ces acquis ne rend pas pour autant acceptable que l'on poursuive la lutte vers l'égalité en exerçant une coercition sur celles que l'on souhaite voir s'émanciper. On veut leur bien. Autre phrase qu'on est porté à entendre, on veut leur bien. Alors, que Louise Arbour parle comme ça et on parle, j'oserais dire, d'autorité, et j'y reviendrai parce que le temps passe vite, mais l'autorité, je termine sur le fameux rapport Bouchard-Taylor que j'ai lu en long et en large et qui se lit vraiment de façon très, très, très intéressante et même, j'oserais dire, facile. Pourquoi penser que la personne qui porte un signe religieux serait moins susceptible de faire preuve d'impartialité, de professionnalisme, de loyauté envers l'institution que la personne qui n'en porte pas? Pourquoi penser a priori que ceux qui affichent leur appartenance religieuse sont moins capables de faire la part des choses que ceux dont les convictions de conscience ne sont pas extériorisées ou le sont de façon moins visible? Ça, c'est un immense débat de philosophes et de à quoi sert, qu'est-ce que l'apparence a à voir avec ce qu'il y a entre les deux oreilles. Et c'est une équation intellectuelle que fait la CAQ dans son projet de loi qui, pour moi, ne tient pas la route parce que l'autorité, ce n'est pas en rapport, d'une part, avec la neutralité religieuse et ce n'est certainement pas en rapport avec la façon dont on porte ou ne porte pas de signe religieux. On peut avoir entre les deux oreilles des pensées ou un construit psychologique et social extrêmement homophobe. Ça va paraître bien moins que quelqu'un qui s'affiche avec une conviction religieuse. On le sait, et tout le monde va surveiller si elle fait du prosélytisme, etc. Et il y a, je termine là-dessus, jamais eu aucune plainte par rapport à ça. Donc, c'est un construit de l'esprit que la CAQ a fait, une rhétorique des droits des majorités pour être bien sûr des droits de la majorité au Québec pour être bien sûr qu'ils ont des sondages avec eux, mais ils n'ont certainement pas à cœur le respect de ceux qui ont fait tant de luttes et qui sont dans les minorités. Je vais m'arrêter ici, on reviendra plus tard. Merci beaucoup, Monsieur le Président.